le monde d'être là. On propose là, en début d'année encore 2022, de faire une petite assemblée générale pour essayer de parcourir de façon large les sujets qui concernent la Graduate School. En support de cette réunion, on a édité un petit document qu'on a pompeusement appelé un rapport d'activité 2021, qui résume les activités qu'on a lancées à partir de 2021. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur le site. On essaye de le transmettre aussi par la newsletter. Et puis, on l'enverra également à tout le monde. On essaye on a essayé de synthétiser dans une plaquette en A4 et puis un document un petit peu plus long, tout ce qu'on a fait. Donc là, je vais parcourir rapidement ce qu'il y a dans ce document-là pour vous donner un peu, l'idée, c'est de vous donner un spectre large des activités qu'on a menées en 2021, qu'on arrive aux perspectives. On vous propose aujourd'hui une présentation en 3 temps. Je vais parler pendant un quart d'heure, à peu près 20 minutes, de vous balayer large l'organisation, le bilan 2021 et puis quelques perspectives. Je vais couvrir plusieurs thématiques. Et puis vous pourrez réagir dessus, poser des questions si vous voulez un peu plus de détails. Ça va nécessairement aller un petit peu vite et puis balayer globalement des activités très diverses. Ensuite, on va faire une présentation plus focalisée sur la partie recherche et en particulier le document stratégique, qui est un document qui a été rédigé au cours de l'année 2021, qui arrive à un état de maturité relativement satisfaisant, même s'il y a encore du travail dessus, et on vous le présentera de façon un peu plus détaillée. Et puis pareil, en troisième partie, on fera un zoom plutôt sur les formations de master et en particulier l'insertion professionnelle, sur lesquelles on a des chiffres assez pertinents à partager. Voilà, donc je vous propose à la fin de chacune de ces interventions, si vous voulez, de prendre la parole. On essaye que ces interventions ne dépassent pas 1 heure. Et puis après, par contre, on est encore disponible pour revenir, pour rediscuter globalement avec tous ceux qui voudront rester et qui voudront échanger, avoir un peu plus de détails et réfléchir avec nous. Alors, sur cette première partie, plusieurs sujets un petit peu divers. Je vous rappelle, dans un premier temps, le rôle de la Graduate School au sein de l'université. La Graduate School, on le voit de plus en plus comme un endroit où on rassemble des opérateurs qui décident de mettre des moyens communs pour porter des actions de formation, de recherche et de valorisation. Dans les opérateurs, on a les universités, les UFR, on a les grandes écoles et les organismes nationaux de recherche. Et dans la Graduate School, on essaye de fédérer ces opérateurs, de voir les moyens que chacun veut mettre sur ses activités et mener des activités conjointes. La Graduate School, c'est aussi un relais auprès des vice-présidences de l'université, que ce soit les vice-présidences recherche, formation générale, pour décliner des actions qui sont votées en CA, qui sont votées dans les différentes commissions de l'université, qui sont déclinées et opérées réellement par les graduate schools. De plus en plus, l'université est sollicitée aussi depuis l'extérieur pour mener certaines actions de partenariat, des actions de recherche. Il y a des gros appels à projets actuellement en cours au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. Et l'université est vue comme un endroit où on peut rassembler ces propositions et répondre de façon globale à l'échelle globale de l'université. Donc, les graduate schools jouent ce rôle de relais aussi pour contribuer aux réponses d'appel à projets que porte l'université de façon globale. Donc, les graduate schools déclinent la politique de l'université dans des actions relativement structurantes, de construction de formation, de construction de collectifs de recherche. Et puis, c'est clairement une porte d'entrée de lisibilité au niveau de l'université. Quand des étudiants recherchent les formations, recherchent les laboratoires à l'université, y rentrer par les graduate schools, ça offre déjà une grille de lecture, ça circonscrit la recherche à certains domaines. On sait si on veut chercher des formations, des laboratoires en sciences de l'ingénierie, en informatique, en maths, en physique. Donc, ça joue ce rôle un petit peu de filtre de l'information depuis l'extérieur. Alors, pour fonctionner, la Graduate School, elle a un budget qui vient principalement de 2 sources. Il y a une source, on va dire, non fléchée qui vient du budget de l'IDEX de l'université. Le fait que l'université soit une IDEX, il y a un budget récurrent annuel qui existe. La Graduate School a un budget environ 260 000 € pour les 3 années à venir, donc 260 000 € chaque année pour les 3 années à venir.
Donc ça, c'est du budget, on va dire, non fléché. Et puis, l'université a en plus répondu à des appels à projets pour se développer, pour se structurer. Et les graduate schools bénéficient d'une partie de ce budget qui est fléché pour des actions. C'est un budget qui est piloté par l'ANR. Et on a environ 70 000 euros par an sur des budgets plus fléchés de soutien aux formations, pour du mentorat, pour du tutorat, pour impliquer les chercheurs dans la formation. Donc voilà, tout un ensemble d'actions prédéfinies sur ces budgets-là. Donc ça, c'est le budget actuel un petit peu de fonctionnement. Et bien sûr, on peut aller en chercher d'autres, on peut le faire grandir. En 2021, on a passé beaucoup de temps à mettre en place ces procédures d'engagement de budget. Le fait d'avoir de nouvelles structures comme les graduate schools au sein de l'université, ça pose des questions de fonctionnement administratif avec les différents opérateurs qui peuvent mener des actions. Quand on a un vacataire, qui embauche le vacataire, qui le rémunère, donc beaucoup de procédures pour essayer de fonctionner. Et là, on arrive au début de 2022 avec un fonctionnement qui est relativement fluide et qui va nous permettre normalement de bien fonctionner. Pour autant, on a essayé de porter déjà des choses dès 2021. On a essayé de mettre en place des formations transverses pour les masters et les doctorats. Il y a beaucoup de formations déjà qui se font au niveau du doctorat, au niveau du master. Et on a essayé d'apporter des compléments par rapport aux besoins qu'il pouvait y avoir sur de la professionnalisation, sur de l'ouverture, sur certaines formations. On a mis en place une procédure là, pour prendre en charge des déplacements de professeurs invités. On a attribué des gratifications de stage sur des masters. Et puis, on a organisé, dans la mesure du possible, parce que le contexte n'était pas non plus favorable, organisé des événements, principalement à destination des étudiants de master, des doctorants, pour leur présenter la graduate school, pour les faire sortir de leur formation, de leur laboratoire, et leur présenter tout l'écosystème qu'il y a autour dans leur quotidien. Alors, pour ça, on a développé pas mal en 2021 des outils qu'on a de communication. On a beaucoup travaillé sur la page sur l'Université de Paris-Saclay. On a essayé de la structurer pour proposer les offres de formation, les offres de recherche, pour essayer de relayer les événements. Pour ça, il y a l'Open Agenda, qui est une structure mise en place par l'université sur le site pour référencer tous les événements qui est à venir. On a un compte Twitter auquel s'abonnent plutôt les étudiants. On a une adresse mail de contact. On a créé une chaîne YouTube dans laquelle on met un petit peu toutes les vidéos qu'on a pu tourner. Et il commence à y en avoir quelques-unes qui présentent les périmètres de l'université. Et puis, on a mis en place une newsletter hebdomadaire. Actuellement, on a un peu plus de 500 personnes qui sont inscrites à cette newsletter et chaque semaine, on essaye vraiment de façon assez informelle d'envoyer les sujets dont on a parlé pendant la semaine, qui ont émergé et qui font un peu l'actualité de notre quotidien. Donc ça, on l'a vraiment robustifié, développé au cours de l'année 2021. On a instauré depuis l'automne un rendez-vous mensuel. Le périmètre de la Graduate School est vraiment très large, à la fois en formation et en recherche. Et on a pris ce parti d'organiser un café tous les mois. Ça dure, c'est le jeudi midi, ça dure en général 45 minutes. Et on donne la parole pour deux présentations de 10 minutes environ, pour présenter une équipe de recherche et puis un parcours de master. Et ça permet aux porteurs de ces parcours et aux responsables de ces équipes de se présenter un peu plus globalement, d'essayer de définir leurs activités. Et on enregistre à chaque fois ces cafés et ils sont disponibles en particulier sur cette chaîne YouTube. Donc, on en a déjà 4 qui ont été enregistrés. Et on essaye de définir des thématiques à chaque fois pour chacun de ces cafés et couvrir largement les activités de la Graduate School. Donc, c'est un moyen de présenter les équipes parce qu'on est sur plein de sites, on est très, très multithématique. Donc, on se dit qu'au bout de 2-3 ans, on aura couvert beaucoup de thématiques et puis on aura une meilleure représentation de ce qui se passe dans la Graduate School et des différents acteurs qui agissent. En parallèle de la création des Graduate Schools en 2021, il y a eu beaucoup de mise en place des objets interdisciplinaires. Ça, ce sont des objets qui sont complémentaires aux Graduate Schools, puisqu'ils ont vocation à porter des thématiques communes à plusieurs Graduate Schools. Donc, autour de thèmes fédérateurs, de rassembler des Graduate Schools
qui, au lieu de porter des actions individuelles, chacune de leur côté, mettent des moyens en commun pour être plus visibles sur certaines thématiques, et c'est à la fois la formation, la recherche et l'innovation. Ça permet, avec ces structures-là, on l'a vu là en 2021, d'avoir une visibilité extérieure de ce qui se fait à l'université, quand les gens cherchent des informations sur ce qui se fait en énergie, ce qui se fait en aéronautique, ce qui se fait sur les matériaux. C'est une porte d'entrée aussi pour les acteurs à l'extérieur qui comprennent aussi mieux ce qui se passe à l'intérieur de l'université. On a vu que c'était dans le cadre des appels PEPR, des DREAM, c'était des structures qui permettaient de fédérer des communautés et d'être très réactifs sur les réponses aux appels à projets assez macroscopiques où il y a des grosses demandes et ça permet de constituer en amont les communautés, d'être réactifs quand les appels à projets sortent pour répondre sur un DREAM matériaux, sur un DREAM hydrogène. Et ces structures-là ont besoin de se fédérer. Et puis, on a vu que c'était un moyen d'enrichir les offres de formation existantes, non pas forcément systématiquement en créant des cursus supplémentaires, mais en proposant des modules qui peuvent être suivis par les étudiants de master, par les doctorants. Donc tout ça, ça se met en place, hein, les objets sont nouveaux. Et pour les faire fonctionner, l'université a décidé de ne pas recréer une structure administrative supplémentaire adossée à ces objets, mais d'héberger ces objets-là dans les graduate schools. Et donc, la Graduate School Ingénierie héberge 4 objets interdisciplinaires qui sont, on va dire, plus centrés sur l'ingénierie. Alors, je vous les parcours rapidement pour que vous ayez en tête un petit peu ce que ça regroupe. Il y a l'objet interdisciplinaire d'Institut aéronautique et astronautique au niveau de l'université. Donc, vous voyez, l'idée, hein, c'est sur la propulsion d'engins aéronautiques spatiaux et surtout les conséquences et les empreintes de ces engins-là, à la fois environnementales et climatiques. Le deuxième objet qu'on héberge, c'est un objet centré sur les matériaux. Alors, vous voyez que c'est un objet qui est à cheval sur plusieurs graduate schools. Hein, c'est l'intérêt même de ces objets. Il est à cheval sur la graduate school de physique, sur la chimie, et ça concerne les matériaux. Le troisième est plus centré autour du contrôle de l'automatique. Il s'appelle Hcode et c'est un peu un héritage de plusieurs propositions qui existaient, en particulier eCode qui existait au préalable au niveau de la commu. Et l'idée, vous voyez, c'est Human in the Loop pour le contrôle et la décision. Pareil, à cheval sur plusieurs graduate schools, vous voyez qu'il y a des pourcentages en bas d'activités réparties sur plusieurs graduate schools, avec computer science et ingénierie qui sont les deux principales, avec les maths en plus. Et puis la dernière, c'est une alliance autour du climat et des actions sur le climat, afin à la fois de proposer des formations complémentaires multidisciplinaires aux étudiants, que ce soit des masters, des ingénieurs, des doctorants, et puis d'essayer de développer des nouvelles thématiques de recherche aux interfaces très orientées autour du climat, de la transition, et donc c'est en lien avec la Graduate School Biosphera aussi, qui est vraiment l'interface. Donc, ces 4 objets, ils se mettent en place. C'est ceux qu'on héberge. On est partie prenante dans 11 objets interdisciplinaires au global. On les détaillera peut-être un petit peu plus tout à l'heure sur la partie recherche. On a travaillé en 2021 sur la formation doctorale. On sent qu'il y a une grosse demande à ce niveau-là. Il y a une évolution du doctorat. Il y a une attente des doctorants d'être aussi professionnalisés pendant le doctorat et de s'ouvrir à d'autres sujets qu'ils ne vont pas traiter forcément uniquement pendant leur thèse. Et il y a plusieurs acteurs sur la formation doctorale. Hein. Il y a historiquement les écoles doctorales, bien entendu. Hein. Donc, les écoles doctorales, il y en a 4 dans le périmètre de la Graduate School avec SMEMAG, OBE, STIC et Interface. Et puis, depuis la création de l'université, il y a la structure de la maison du doctorat, hein, qu'on a résumée en MDD ici sur la planche, qui propose justement d'assurer de coordonner toutes les formations doctorales qui sont proposées. Et donc, la Graduate School se place entre les deux. C'est-à-dire qu'elle travaille avec la maison du doctorat pour décliner des éléments du catalogue de la maison du doctorat dans le champ de l'ingénierie.
C'est-à-dire qu'il y a des formations très génériques qui sont proposées par la maison du doctorat et on pense qu'il y a de la pertinence à les adapter spécifiquement à l'ingénierie. Et puis, il y a des formations qui étaient proposées par les écoles doctorales, qui étaient très pertinentes dans une école doctorale et qu'on juge nécessaire de généraliser à tout le périmètre de la graduate school. Donc, on se saisit de ce qui était fait dans les écoles doctorales et on propose de les ouvrir aux autres écoles doctorales de la graduate school. Donc, il y a ce mouvement dans les deux sens, de faire descendre les formations proposées par la maison du doctorat pour les adapter à l'ingénierie et puis de généraliser des formations qui marchent bien au niveau des écoles doctorales pour l'ouvrir à une population un peu plus large. Alors, on structure comme ça actuellement le catalogue d'offres de formation doctorale au niveau de la graduate school. De plus en plus, on nous demande de formaliser ces formations doctorales, de les associer au catalogue de compétences au niveau national. Et donc, on propose aux doctorants des formations voilà, par 4 grands blocs, culture, enjeux, société, des compétences professionnelles, de l'interdisciplinarité, et puis tout ce qui est communication, langue, parler de la science, parler de ses travaux de façon un peu plus générale. Donc ça, on est en train de décliner ça sur notre page, le détail de tout ça sur la page Internet. Et vous aurez bientôt des détails sur ces formations qu'on propose pour les étudiants. Et ça offre une grille de lecture un peu plus facile pour les doctorants, parce qu'il y a beaucoup de formations doctorales qui sont proposées à l'heure actuelle dans l'université. Au niveau de l'international, c'est aussi une des missions de la Graduate School d'être un relais pour l'université au niveau international. Alors, c'est toujours compliqué un petit peu dans le contexte actuel de développer des actions internationales et de bouger. Pour autant, on joue un rôle dans l'affectation des bourses de mobilité des masters. On a chaque année des étudiants de master qui viennent, donc c'est des bourses d'accueil, c'est réservé aux étudiants internationaux qui viennent faire des masters à l'université. Et on attribue, donc l'université attribue ces bourses-là, et dans la Graduate School, on a une vingtaine d'étudiants de master qui ont vocation ensuite à rester en thèse et qui vont bénéficier de ces bourses. Une bourse de 10 000 € par an sur les 2 ans de M1 et M2. On a organisé en novembre un colloque avec l'Université de Queensland en Australie. L'idée, c'était de faire des colloques joints. Donc, on avait identifié un binôme de chairman, un côté Paris-Saclay, un côté Queensland, pour échanger sur des thématiques. Donc, il y a eu 4 matinées qui ont été réservées aux biotechnologies, à l'entrepreneuriat, au quantique et puis à l'hypersonique, où il y avait des équipes des deux côtés qui ont pu présenter leurs différentes activités. Il y a eu un séminaire en Afrique du Sud où on a pu parler un petit peu des notions de développement économique. J'en dirai 2 mots tout à l'heure à l'échelle de la Graduate School. Et puis, on a essayé au cours des réunions qu'on a fait avec les étudiants de master et avec les doctorats de dédier des tables rondes pour exposer la mobilité internationale aux doctorants, ce qui était proposé, ce qui était possible de faire à l'échelle de l'université. La Graduate School, ça nous semble être aussi la bonne échelle pour développer tout ce qui est sciences ouvertes. Il y a une vraie politique au niveau de l'université de se positionner sur la science ouverte, de faire avancer ce sujet-là. Et au niveau de la Graduate School, c'est une bonne échelle aussi pour avancer ces questions-là. Donc, vous avez peut-être vu, il y a eu la mise en place d'un portail HAL de l'université. Pour la Graduate School, c'est très intéressant parce qu'on a accès directement à tous les laboratoires de la Graduate School. Si vous voulez avoir une liste des laboratoires de la Graduate School et des différentes thématiques, en rentrant par le portail HAL, tous les laboratoires sont référencés et on peut identifier les publications qui sont dans HAL, qui sont proposées par les différents laboratoires de la Graduate School. Et puis pareil, sur cette question de publication, de bibliométrie, de sciences ouvertes, on a fait une table ronde au cours de la journée d'accueil des doctorants pour leur présenter tout cet écosystème et tout ce qu'il y a tout ce qui est proposé au niveau de l'université. On a aussi des activités autour de la vie étudiante. L'idée, c'est d'essayer de faire se rencontrer les étudiants indépendamment du parcours de master dans lequel ils sont, indépendamment du laboratoire dans lequel ils réalisent leur doctorat. On a mis en place des journées de rentrée au niveau des masters. On a essayé sur chacun des sites qui accueillent des étudiants de master de les réunir, de leur présenter la Graduate School et de leur montrer tout l'écosystème dont ils peuvent bénéficier.
On est impliqué dans les journées poursuites d'études pour présenter aux gens de licence les parcours de master qui sont possibles. Et on a proposé aux étudiants de master de participer au forum Polytech. Donc avec Polytech, ils ont ouvert le forum ingénieur aux étudiants de master. Et puis on a pu intervenir aussi en tant que graduate school pour présenter aux étudiants ingénieurs et aux étudiants master les perspectives de doctorat qu'il pouvait y avoir au sein de la graduate school. Et puis, pareil, on a mené une journée d'accueil au niveau des doctorants pour essayer. On avait une centaine de doctorants qu'on a réunis lors d'une après-midi pour leur présenter aussi tout le périmètre, les différentes écoles doctorales, les laboratoires, pour leur montrer un peu la diversité des actions de recherche qui pouvaient se passer au niveau de la graduate school. Quelques mots juste sur la partie développement entrepreneuriat. Je vais vite sur chacun de ces thèmes, mais ça vous montre un peu tous les axes sur lesquels on essaye de travailler en parallèle au niveau de la graduate school. C'est le développement et l'entrepreneuriat. On essaye de répondre à ces questions qui sont listées ici. C'est finalement, il y a tout un écosystème d'entrepreneuriat technologique, voire deep tech en France, au niveau de la région, au niveau du plateau. Et on essaye de voir comment la graduate school peut se positionner par rapport à ça. On a identifié en particulier que le public doctorant était assez demandeur d'accompagnement, de comprendre l'écosystème et on estime qu'on peut avoir une quinzaine, une vingtaine de doctorants en troisième année qui voudraient capitaliser sur leurs activités de recherche et se lancer de l'entrepreneuriat derrière. C'est assez complexe parce que l'écosystème est riche et émouvant et il n'est pas facile à comprendre et on pense que la Graduate School peut vraiment accompagner, sensibiliser, former les doctorants qui voudraient continuer derrière après leur thèse sur de l'entrepreneuriat. On a en particulier, on essaye de se brancher avec les réseaux de startups. Il y a pas mal de startups qui ont déjà été créées à partir des travaux de laboratoire, soit par des anciens doctorants, soit par des chercheurs. On essaye de suivre ce réseau pour bénéficier de leur expérience, pour montrer comment ça fonctionne et d'avoir un petit peu des cas d'études pour montrer comment on peut réaliser ça, quelles sont les difficultés et avoir des exemples concrets à montrer. Et encore une fois, le public type, c'est vraiment les doctorants. Donc ici, vous avez en particulier des startups qu'on a identifiées, qui sont dans le périmètre de la SAT au niveau de Paris-Saclay et qui sont directement issus des laboratoires de la Graduate School, avec lesquels on essaye d'avoir des contacts pour essayer qu'ils nous fassent bénéficier de leur expérience dans l'entrepreneuriat et qu'ils puissent témoigner auprès des étudiants. Et ici, on a une représentation un petit peu du cycle d'entrepreneuriat et on voit que la Graduate School peut jouer un rôle vraiment en amont sur le fait d'accompagner dans les premières étapes les jeunes docteurs ou les doctorants qui veulent capitaliser sur leurs travaux, et en particulier de passer de la phase de quelque chose qui marche bien dans un laboratoire à quelque chose qui est un peu plus robuste, un peu plus professionnel, qui développe un peu plus le concept. Donc à la fois sur l'accompagnement jusqu'à une preuve de concept et puis sur tout ce qui est propriété intellectuelle, comment on arrive à robustifier un peu les travaux. Donc voilà, encore une fois, la Graduate School, je pense qu'elle peut remplir un rôle ici en étant en contact avec tout l'écosystème au niveau Paris-Saclay et en servant de relais pour les laboratoires. Donc voilà, globalement, tous les thèmes qu'on a engagés à partir de 2021, on voit qu'en 2022, on s'est fixé quelques priorités pour continuer. On a identifié qu'au niveau des professeurs invités, c'était un levier très important pour développer la collaboration entre les laboratoires et la visibilité à l'extérieur. En particulier des professeurs invités sur des sujets un petit peu innovants, un petit peu originaux, qui ne rentrent pas forcément dans des gros appels à projets. On va essayer d'initier vraiment des rencontres thématiques par enjeu. On voit que c'est vraiment important que les laboratoires puissent se rencontrer et on sent qu'il y a ce besoin-là d'échanger sur des sujets de façon assez large. Il y a un gros enjeu sur l'avenir des LabEx. Vous savez que les LabEx vont s'arrêter très, très prochainement et on ne veut pas perdre le capital qui a été construit dans ces LabEx, les modes de fonctionnement. Donc, on essaye vraiment de travailler sur la continuité de ces LabEx et puis proposer plein d'autres soutiens. On va déjà soutenir au mois de juillet des colloques qui vont avoir lieu sur le plateau et puis essayer de soutenir des équipes naissances de jeunes chercheurs qui voudraient aller voir au-delà des murs de leur laboratoire ce qui se fait avec d'autres applications, d'autres disciplines
Et on pense qu'au niveau de la Graduate School, on peut soutenir ces équipes-là. Sur la formation, on a identifié qu'il y avait vraiment des besoins, en particulier au niveau des langues pour les étudiants, que ce soit au niveau de l'anglais, que ce soit au niveau du français pour les langues étrangères, au niveau des étudiants anglophones qui viennent chez nous. Donc, on a plusieurs idées de choses qu'on voudrait soutenir, et puis en particulier un projet là, de développer du lien avec les médecins, puisqu'il y a une demande des deux côtés pour que la médecine et l'ingénierie se rencontrent, et on pense qu'à travers des stages de master, ça peut être le bon endroit pour se rencontrer. Et puis là, je vous ai listé un petit peu tous les sujets d'actualité. Il y a des gros appels à projets qui sont en cours dans le cadre des compétences et des métiers d'avenir. On voudrait continuer un petit peu à travers des vidéos à présenter plus largement le périmètre de la Graduate School, mettre en place le réseau d'alumni en s'associant à l'initiative qui est portée au niveau de l'université. Et puis, comme je l'ai mentionné, mettre en place un accompagnement doctorants-entrepreneurs de ceux qui veulent continuer sur leur sujet dans un cadre entrepreneurial après le sujet de thèse. Voilà, en quelques minutes, les différents sujets qu'on a balayés. On vous transmettra ces planches-là. Et puis, si vous voulez réagir sur certains points, on peut y repasser un petit peu plus de temps ensuite. Là, on vous présente un panorama relativement large pour le moment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite sur certains points. Ça peut être l'occasion. Et puis, en attendant, on peut préparer la présentation en recherche qu'on a préparée pour vous présenter plus spécifiquement des activités de recherche. Donc voilà, Anne mentionne dans le chat que d'ici la fin du mois, l'OI aéronautique, astronautique va lancer un appel à projet pour les financements stages de master sur cette thématique en particulier. Donc, on vous déroule la présentation point recherche et puis on reste ensuite disponible pour revenir sur toutes les questions. Donc, Philippe, à toi pour la partie recherche. Alors, on a vu ta présentation passer à un moment. On voit la souris. On n'entend pas, par contre. Je ne sais pas si tu as coupé ton micro. Et on a vu un écran à un moment donné, mais là, c'est tout noir. Vous m'entendez? Alors là, maintenant, on t'entend, on te voit, mais l'écran est encore tout noir. Voilà, on va y arriver. Ça progresse. C'est bon, vous m'entendez, vous voyez l'écran? Là, il y a tout, c'est formidable. Bonjour. Bien, donc moi, je vais passer un petit peu en revue un certain nombre d'éléments sur la recherche. Il y a beaucoup de choses des éléments qui ont déjà été donnés par Franck. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'écosystème de GS6 en lien avec la recherche. Rappeler quelques informations sur l'année 2021, un petit peu vous dire comment on a fonctionné sur un certain nombre d'appels d'offres et passer du temps sur la partie construction du document stratégique donc pour la recherche au niveau de la GS6. Au niveau de l'écosystème, donc, on a essayé de schématiser un peu toutes les interactions que l'on avait dans notre écosystème un peu immédiat. On voit qu'on est en interaction avec un grand nombre de structures. Bien sûr, les structures qui sont propres à l'université, l'Institut d'Ataïa, Quantum, les Graduate Schools, donc physique, chimie, ISN, maths, biosphère, l'Institut des sciences de la lumière, un certain nombre d'OI. Franck a précisé qu'il y avait 4 OI qui étaient hébergés par la Graduate School. Et en fait, on est en interaction avec 11 OI et je vous ai préparé une planche avec un petit peu une synthèse de tous ces OI. Et aujourd'hui, on travaille bien évidemment à l'interface avec les LabEx, NanoSaclay, la CIPS et Digicosm. À l'extérieur de l'AGS, dans une région proche, mais il y a les structures de type recherche technologique, les IRT. On a les IRT, les ITE, qui sont des structures avec lesquelles on a des contacts réguliers sur comment répondre à des appels à projets ou comment développer des partenariats. Il y a l'Institut Séisme qui concerne plus la partie
ENS sur les laboratoires en génie civil. Et puis, ce que Franck a mentionné, il y a toute la partie développement économique et valorisation avec l'ASAT, avec Incube Alliance. Donc ça, c'est notre périmètre local. Après, il y a tous les partenaires industriels et les partenariats internationaux qui sont des choses sur lesquelles on travaille pour essayer de construire des liens avec des universités à l'étranger. Alors, les OI, sans rentrer dans les détails, on a les 4 OI donc, qui sont hébergés par la Graduate School. Hein. Il y a 2IM, HCODE et Olcan. Et on voit qu'on a un certain nombre d'OI qui sont en interaction avec nous. Et au total, ça fait 11 OI. Et donc, pour essayer de maintenir le lien et d'avoir les informations, ce que l'on a fait au niveau de l'AGS, c'est que dans le comité de direction, on a un certain nombre de collègues qui sont directement en lien avec ces OI pour que l'on ait l'information et que l'on puisse favoriser les interactions. Donc, en bleu figurent les noms des collègues hein, qui sont les représentants de l'AGS au sein de ces différents OI. Alors, en termes d'information, donc l'AGS est sollicité par la direction de la recherche hein, pour émettre des avis. Alors, cette année, on a travaillé sur les projets Sésame, sur les chaires d'Alembert. La méthode que l'on a retenue, c'est pour les projets Sésame, on essaie d'accompagner les collègues qui souhaitent déposer des projets Sésame dans la phase de préparation, et ça, on le fait à l'échelle du comité de direction, sur participer à essayer de créer du lien sur l'ensemble des laboratoires qui peuvent être concernés par un appel à projet. Et ensuite, on doit émettre un avis pour le CODIREV, et donc à partir du cadrage de l'université. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait appel aux membres du conseil de l'AGS avec un travail de relecture des projets et une audition des projets. Et lorsque le projet est un petit peu dans un périmètre où on n'a pas forcément un collègue dans le conseil, on fait appel à des collègues au sein de l'université Paris-Saclay. Donc, pour les chaires d'Alembert, c'est un petit peu la même procédure. On sollicite les membres du conseil. Il y a une analyse qui est proposée par l'université sur les grilles d'évaluation des projets. Et donc, l'objectif des chaires d'Alembert, c'est de soutenir des jeunes chercheurs qui viennent de l'étranger pour passer un séjour long au sein de l'université avec un accompagnement recherche ou des chercheurs confirmés. Et donc, cette année, on a eu 3 lauréats qui ont été Aline Mial Kalean au LISV à l'UVSQ, Claire Acevedo au MSS Math, ancien nom du laboratoire, donc au niveau de Centrale Supélec, et Pablo Muse au niveau de l'ENS. Pour information, les chaires d'Alembert, l'appel à projet pour 2022 vient d'être lancé et la clôture des dépôts des dossiers est pour le 31 mars prochain à minuit. Voilà. Parallèlement, il y a la mise en place du portail Sciences Ouvertes, donc avec le portail HAL. Franck l'a rappelé, on retrouve la liste des laboratoires, on a un certain nombre de publications qui sont déjà visibles. Et donc, le travail qui va être mené, ça va être d'essayer de faire en sorte que le maximum de publications de tous les laboratoires concernés puissent être visibles au travers de ce portail. Voilà, donc très brièvement donc, pour ces informations, je vais maintenant passer à un dossier un peu plus conséquent qui nous a occupé, c'est la construction de la stratégie recherche. Donc, en mai dernier, l'université, donc la direction de la recherche, nous a sollicité les graduate schools pour essayer de construire un document intitulé Stratégie recherche, avec essayer d'identifier au sein des GS et instituts les objectifs scientifiques, proposer à gros grains les axes affichés, consolider l'ensemble pour le confronter au paysage des OI, aux politiques des établissements et des organismes. Donc, l'idée, c'est d'aboutir à terme à une élaboration d'une stratégie qui soit partagée. Alors, il y a une notion d'arbitrage des axes affichés, des attributions de moyens, des éléments de politique. C'est ce que Franck mentionnait avec le devenir des LABEC sur lequel on travaille pour essayer de maintenir ces communautés et favoriser l'émergence de communautés sur des thématiques nouvelles au sein de notre environnement. Alors, on a remis un premier document fin janvier,
Donc, il fait 18 pages. Initialement, la demande était de 5 pages et on voit bien, vu la taille de l'AGS, que c'était très difficile dans un premier temps de réduire un document à quelque chose d'extrêmement synthétique. Le document actualisé est attendu pour fin juin et avec une phase d'échange qui va avoir lieu avec les institutions, avec les partenaires, mais aussi des échanges que l'on va essayer d'avoir de manière de plus en plus large avec les collègues pour essayer d'aboutir à un document qui soit vraiment un document avec une vision partagée. On a reçu très récemment l'actualisation des documents de cadrage par la direction de la recherche. On voit qu'on se destine, enfin, ce document va être destiné à une base de travail interne, donc il y aura certainement un document qui sera plus un livre blanc à terme, une base pour s'afficher à l'extérieur, donc sur les sites, donc ça veut dire avoir une vision collective et partagée pour l'affichage sur les sites web, valorisation par l'écriture d'une synthèse permettant l'affichage d'une stratégie scientifique de l'université. C'est pour les instances de l'université pour pouvoir présenter l'université dans les différents endroits où elles sont amenées à le faire. Et puis, un usage pour contribuer à des décisions d'affectation de moyens. Et donc, c'est la stratégie partagée et on rejoint ces questions de budget, etc., qui vont être maintenant des points qui vont commencer à être discutés. Voilà. Et il y avait aussi, ce document faisait apparaître des liens avec la conférence RH. Là, on est sur quelque chose de plus ponctuel dans cette première phase. Alors, comment on a travaillé pour essayer d'aboutir à ce document, à cette première version? On a travaillé en comité de direction. Au niveau de la Graduate School, on a le bureau des directeurs d'unité, donc c'est 10 collègues qui représentent la diversité des établissements, la diversité des tailles de laboratoire et la diversité des thématiques. Donc, ces collègues dans le bureau des DU ont travaillé par thème scientifique en s'entourant des laboratoires, des périmètres qui étaient en lien avec le thème, avec les différents thèmes. Donc, si on prend le thème télécommunications, par exemple, on a eu une première diffusion au niveau du conseil et au niveau des directeurs d'unité au travers de l'AG, des DU et du conseil de la Graduate School, où on a déjà échangé sur un certain nombre de points. On a échangé assez souvent avec l'AGS de physique, avec l'AGS ISN, avec l'ISL. On a encore un travail à faire avec l'AGS de chimie. On a des échanges avec les porteurs des différents LabEx, LASIX, Digicosme. Pareil, pour Inano, on a eu des échanges dans d'autres cadres, donc on a des informations partagées, mais c'est aussi quelque chose que l'on doit poursuivre. Et donc, la première version du document qui a abouti, elle a été déposée juste fin janvier au niveau de la direction de la recherche. Donc là, on rentre dans une seconde phase, entre février et juin 2022, où on va avoir un travail d'échange avec les établissements et un travail avec les communautés sur la base de l'ensemble des questions et de retours qui sont posés. On a déjà des retours des premières relectures du document par les établissements, et ce qui va nous amener à retravailler avec le bureau des DU, avec les communautés, pour mettre en place et échanger sur ces sujets. Donc, l'objectif, c'est clairement d'aboutir à un document qui permette de positionner l'AGS dans la structure de l'université, et c'est aussi un outil de travail avec les tutelles. Maintenant, pour ce qui est d'un document plus étoffé, ce serait plus un livre blanc qui serait à destination de la communauté de l'ingénierie et pour la représenter. Alors, le document, il est organisé de la manière suivante. Dans beaucoup d'échanges que l'on a eus, on a constaté que la notion d'ingénierie n'était pas forcément lue et perçue de la même manière. Et ce que l'on a, un point de vigilance que l'on avait, c'était que l'ingénierie ne soit pas vue comme juste du développement d'outils technologiques. Donc, on a eu un certain nombre d'échanges pour essayer de regarder comment définir l'ingénierie. Dans ce cadre-là, ça permet de présenter l'AGS et de l'inscrire dans ce contexte. Ensuite, il y a un travail que l'on va discuter qui a été de regarder un petit peu, plutôt que de regarder l'ingénierie sous forme d'une liste de thématiques,
est-ce que l'on n'avait pas des champs, des enjeux communs dans le domaine de la recherche en ingénierie qui permettent de fédérer de façon très large l'ensemble des communautés, puisqu'on a un spectre de recherche qui est qui est extrêmement vaste, puisqu'on peut pas, on a du génie des procédés, on a de la mécanique, on a énormément de thématiques, et donc il faut que l'on arrive à avoir une lecture collective de l'ensemble de ces champs. Et enfin, je présenterai brièvement les lignes de développement de l'AGS qui sont envisagées. Et ça va faire l'objet, bien évidemment, dans les discussions, dans les mois à venir, des discussions avec les établissements, de voir aussi comment on peut affecter des moyens et comment on procède. Alors, sur la première partie, le contexte et les enjeux de la recherche en sciences de l'ingénierie, on a proposé une première définition qui, globalement, est assez largement acceptée, même si elle peut encore poser des questions. Donc, c'est caractérisé par des activités intégratives, des approches systémiques, et on s'inscrit dans un continuum de recherche fondamentale, d'invention, d'innovation, avec une notion où l'innovation n'est pas forcément issue de ce continuum, mais elle peut apparaître comme rupture ou incrémentale suite aux travaux et à la diversité des travaux qui sont menés. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une diversité de canaux de valorisation qui est extrêmement vaste. Donc, on a des travaux qui sont diffusés dans des milieux académiques très larges et des travaux qui sont diffusés dans des communautés plus spécialisées. Et on a tout le volet prise de brevets, fabrication de prototypes, transfert de technologie, qui sont partie intégrante de nos activités. Donc, si on regarde l'évolution du contexte des recherches, bien évidemment, l'université s'est inscrite dans un certain nombre d'enjeux et à nous, au niveau de l'AGS, de décliner un petit peu la prise en compte de ces enjeux, donc la prise en compte des enjeux sociétaux, bien évidemment, concernant le climat, l'environnement, l'énergie, l'approvisionnement fini en ressources, et essayer de regarder un peu comment nos recherches contribuent sans doublonner, je dirais, les thèmes de l'université. Nous, on décline au sein de l'AGS nos thématiques pour essayer de répondre et de voir comment on contribue à ces enjeux. Donc ça, c'est la présentation un petit peu de la lecture que l'on propose de l'ingénierie dans ce document. Je ne sais pas si je vous laisse réagir maintenant éventuellement, s'il y a des questions, ou je continue, on pourra revenir dans la discussion après. La discussion, je continue, on reviendra, on pourra revenir dessus. Alors, le deuxième point, je ne l'ai pas mentionné, hein, le deuxième point, c'est bien évidemment le positionnement de la Graduate School d'ingénierie. Donc, vous la connaissez, Franck a représenté un petit peu le périmètre. Donc, j'en viens maintenant à quelque chose sur lequel on a porté une attention plus particulière, c'était essayer d'identifier les champs et les enjeux en recherche qui nous permettent de nous définir un peu collectivement. Et donc, il y en a 4. Pour l'instant, on en a identifié 4. On les inscrit dans… Le premier, c'est l'ingénierie digitale et digitalisée pour la recherche et l'industrie. On a beaucoup d'activités sur les développements d'outils de simulation, de calcul. On est en train d'assister à une digitalisation dans le domaine des sciences expérimentales donc qui impacte de plus en plus notre quotidien avec tout ce qui va toucher au traitement massif de données, à l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Et puis, on a la digitalisation et la continuité numérique de l'industrie. On va, dans nos activités par les laboratoires de la Graduate School, on va jusqu'à ces domaines. Et puis, ça couvre ce que l'on appelle l'usine 4.0 ou après l'usine 4.0. Donc, c'est toute la digitalisation qui est en train d'opérer. Donc, on s'appuie sur un écosystème. Donc, il faut qu'on arrive à articuler nos activités, bien évidemment, avec l'ensemble de ces objets interdisciplinaires, avec les instituts, avec le GIS, quantification des incertitudes, etc., où les équipes se sont regroupées pour abonder déjà sur un certain nombre d'axes qui concernent cet aspect digitalisation.
Le deuxième axe qu'on a identifié, c'est l'intégration des composants et des systèmes avec la notion qui est une hybridation qui part des matériaux mais aussi des technologies, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus coupler à toutes les échelles des matériaux, des systèmes, de façon à pouvoir faire émerger des nouvelles propriétés et faire émerger naturellement des nouvelles fonctions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de laboratoires de l'Université Paris-Saclay en général et plus spécifiquement au sein de la Graduate School d'ingénierie. On a le développement des nouveaux composants des architectures et des systèmes. Et donc, on voit tout le côté que concerne l'ingénierie. Et l'émergence de nouveaux procédés. Alors, il y a la fabrication additive, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'approches qui, naturellement, tentent aussi à répondre aux enjeux sur les quantités de matière utilisées, essayer d'apporter des systèmes plus économes en énergie. Donc, tous ces volets-là rentrent dans cette notion d'intégration des composants et des systèmes. Donc, on a là encore un écosystème sur lequel vont s'appuyer les activités en interaction ou en complément de ce qui peut être proposé avec tout cet écosystème. Voilà. J'en viens au troisième point. Donc là, on arrive sur un pan de la Graduate School qui est plus centré sur les aspects contribution de la robotique, etc. Donc, il y a l'autonomisation requise par la complexité. On assiste à des développements de systèmes qui aboutissent à des environnements extrêmement complexes et donc la capacité pour les systèmes d'être autonomes, fiables, aptes à interagir, à évoluer dans des environnements qui sont soit contrôlés, soit des environnements ouverts. Il y a la conception et l'intégration humain-système. Donc, les systèmes sont de plus en plus en interaction de manière systémique avec l'humain. Et ça impose d'avoir une réflexion et un travail collectif sur un petit peu comment on apprend à maîtriser cette relation et comment on la traite. Donc aujourd'hui, il y a déjà des activités dans beaucoup de laboratoires au niveau du périmètre. Donc là encore, on s'appuie sur un certain nombre d'objets et on est en interaction avec cet écosystème, donc HCOL, OCAN, l'IRT Systemix et pas seulement. Enfin, le dernier point, c'est l'individualisation avec la notion d'humanisation des solutions. C'est quelque chose je dirais, que l'on voit apparaître beaucoup dans les médias, principalement sur la santé, donc c'est la notion de santé globale, mais c'est aussi des choses qui, de plus en plus, émergent dans le domaine des transports, dans les véhicules autonomes, dans les télécommunications, avec des systèmes de choix de connexion active, etc. Et donc, c'est un volet sur lequel on retrouve des activités qui sont présentes dans différents laboratoires. Le développement des connaissances des facteurs humains et leur intégration dans la conception couplée des systèmes qui sont dits cyberphysiques. Et donc, naturellement, c'est quelque chose qui est, dans l'individualisation, un facteur de plus en plus important avec la prise en compte de l'ensemble de ces facteurs humains. Et enfin, l'interaction matière-système, produit industriel avec le vivant, c'est naturellement ce qui va traiter de l'interaction entre le vivant et l'ensemble des objets et des systèmes développés, avec les questions de comment on quantifie, comment on développe les indicateurs et comment on mesure ces grandeurs-là. Là encore, un écosystème qui est présent. Donc voilà un peu au niveau du document stratégique, comment on a décliné, essayé de décliner au travers de ces 4 champs et enjeux, essayer de trouver une identité qui soit une identité collective dans laquelle l'ensemble des laboratoires qui couvrent le périmètre de la Graduate School puissent trouver leur place et leurs interactions, et aussi pour favoriser l'émergence de communautés au sein de la Graduate School, puisqu'on est là pour accompagner les communautés. Je dirais les nouvelles thématiques individuelles naissent plus au niveau des laboratoires, au niveau des équipes de recherche. Et donc, l'AGA, c'est plus dans comment fédérer
différents thèmes scientifiques, différentes approches pour créer des communautés. Voilà. Ensuite, donc, sur cette base, donc on a bien évidemment cette liste historique et thématique qui ont été identifiées au niveau de l'AGS à l'époque des départements, c'est-à-dire que nos thèmes scientifiques avaient été identifiés avant la construction de l'AGS. Et sur ces thèmes, l'ensemble de ces thèmes, les collègues du bureau des directeurs d'unité ont pris le relais pour aller consulter les communautés et pour proposer un premier document qui permette un petit peu d'identifier les thèmes qui sont couverts et dégager un peu les enjeux qu'ils identifient dans ces thèmes scientifiques. Enfin, dans la dernière partie du document, on a commencé à adresser les lignes de développement qui sont envisagées au niveau de l'AGS. Donc, il y a les liens qui ont été évoqués déjà par les actions présentées par Franck, les actions de développement dans le cadre de la formation, pareil pour la recherche, dès le master, les actions de développement pour le doctorat, le développement de partenariats nationaux et internationaux. Ce que l'on voit, c'est que la taille de la graduate school est une bonne échelle pour aller discuter. On a actuellement des premiers échanges avec des universités, par exemple à Taïwan, sur une université de technologie. Dans ce cas-là, on est à la bonne échelle, au bon grain pour pouvoir échanger de façon plus institutionnelle avec ces universités. Il y a l'interaction et les relations avec le monde industriel, donc qui fait partie des volets de développement, et puis la valorisation, l'innovation, l'entrepreneuriat, donc avec ce que Franck vous a présenté avec le travail de Bernard Yalou. On a la notion de maintenir et de continuer à construire des réseaux d'expertise au sein de l'AGS. L'identité de l'AGS repose aussi sur sa capacité d'expertise. Et donc, il y a un certain nombre de réseaux qui existent au travers des LabEx, entre autres. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir ces réseaux. Et apparaît aussi une question au niveau de l'Université Paris-Saclay, une sollicitation sur la construction de réseaux métiers. Et donc, il y a les premiers échanges actuellement sur la possibilité de construire un réseau autour des métiers de la mécanique, de façon à ce que l'ensemble des laboratoires puissent aller vers des ressources partagées. Naturellement, toutes les recherches, beaucoup de recherches en ingénierie reposent sur des interactions avec des plateformes, avec des outils partagés. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'essayer de maintenir ces plateformes et ces outils au meilleur niveau et de favoriser l'accès à ces plateformes et ces outils à l'ensemble des acteurs de la Graduate School. Donc, très brièvement, en termes de bilan, l'AGS, c'est le lieu pour aider à la structuration de nouvelles communautés, et puis c'est accompagner les communautés existantes avec des projets de développement. Encore une fois, on n'est pas à l'échelle du grain individuel, on est plus à l'échelle du grain collectif. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation du document stratégique. Donc, voilà, je vous laisse réagir. Je pense que vous avez un certain nombre de questions. Il sera bien sûr possible de revenir, même après la présentation aujourd'hui, de rediscuter et de rééchanger sur cette construction. Donc, je vous laisse. Oui, Bruno. Oui, je peux intervenir. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation très, très claire. Juste une petite question. Un périmètre scientifique, donc le périmètre scientifique actuel, c'est celui que tu nous as présenté. Bon, un périmètre scientifique, c'est vivant, à savoir qu'il est ce que tu as présenté au jour J, mais dans 2 ans, il sera peut-être un peu différent, puisque voilà, nos recherches vont évoluer, il y a peut-être des nouvelles thématiques qui vont émerger. Donc, comment vous comptez faire pour modifier en temps réel ce périmètre scientifique? Comment allez-vous consulter les membres de la Graduate School et les DU concernés? Alors, le premier levier, c'est quand un périmètre scientifique évolue, soit il évolue, je dirais, il commence à évoluer à l'échelle du grain fin,
c'est-à-dire des recherches vont s'initier au niveau des équipes ou au niveau d'individus dans des équipes. Donc, le laboratoire va être informé. Donc, le bureau des DU et les directeurs de laboratoire sont aussi là pour identifier un petit peu les choses naissantes. Et après, nous, l'objectif, c'est de répondre lorsque ces collègues demandent à se fédérer pour essayer de créer des communautés, essayer de renforcer leur activité. Et donc, à une première échelle, c'est l'université, mais pas seulement. Donc, je dirais, ce qu'on attend, c'est que les gens viennent, enfin, qu'on arrive à créer ce lien où les gens savent qu'ils peuvent venir voir la graduate school pour essayer de faire émerger des nouveaux sujets, faire évoluer les thématiques. Quel va être le mode d'emploi? Par exemple, des membres de la Graduate School sentent qu'il y a un thème qui aurait vraiment sa place dans la Graduate School 6, qu'il n'y est pas complètement. Et donc, voilà, quel est le mode d'emploi? Est-ce que le membre ou le groupe de personnes membres de la Graduate School qui veut faire émerger ce thème-là doit aller rencontrer le bureau des DU? Comment ça se passe? Oui, Comment tout à fait. remonter l'information? La remontée d'information, je pense que c'est de nous contacter et on organise une rencontre avec le bureau des DU. Je pense que c'est l'objectif. Alors, le document stratégique, là, c'est une vision à l'instant, ça va être une vision au mois de juin T0. Ce n'est pas quelque chose de figé. L'objectif n'est pas de figer définitivement les murs. Et on est complètement conscient qu'il faut qu'il y ait cette animation permanente. Donc, dans l'évolution, enfin, dans les moyens que l'on veut mettre en place dans les graduate schools, c'est de pouvoir accompagner des communautés qui veulent se structurer. Donc, ça peut être juste commencer à regrouper 3 équipes de 3 laboratoires différents, leur donner un petit peu de moyens pour pouvoir créer un site web, leur donner un accompagnement pour créer un petit site web, leur donner des moyens pour organiser un petit colloque, de façon à commencer à structurer les choses. Et donc, le mieux, enfin, en pratique, ce qu'on souhaite, idéalement, c'est que les gens nous contactent, on se rencontre, on en discute et on leur fait rencontrer le bureau des, enfin, ils rencontrent le bureau des DU. Il n'y a pas de. Enfin, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir un système relativement ouvert et relativement simple. Ce qu'on aimerait, c'est avoir quelque chose d'assez agile. Merci. On va proposer de passer sur la formation, quitte à revenir après sur d'autres discussions. Fabrice, je te laisse prendre la main. Merci Franck. Donc, moi, je vais vous faire un petit point sur les aspects formation pour cette année 2021. Donc, voici pareil, un éclairage à l'instant d'hier. C'est les chiffres qui ont été remontés hier par l'université. Donc, des inscriptions pour 2021-2022 dans les différentes mentions. Donc, le nombre de parcours que vous voyez en M1, M2 ici, ce sont les parcours pour lesquels il y a eu des inscrits. Donc, il peut y avoir éventuellement des différences à la marge d'un ou deux parcours qui n'auraient pas ouvert. Donc là, c'est vraiment les parcours pour lesquels on a eu des inscrits. Et avec en face donc le nombre d'étudiants inscrits dans ces parcours-là. Donc, vous voyez que c'est assez disparate. On a vraiment deux, trois très grosses mentions qui sont le 3A, l'ISC, la mécanique. Et puis, et l'énergie aussi également. Et à côté de ça, quelques mentions qui sont un peu moins grosses, dans lesquelles vous avez ici le détail de l'ensemble des étudiants en M1 et en M2. Donc, si on fait le total de tout ça, donc ça représente quand même la plus grosse JS en termes d'effectifs. Donc, on a un peu plus de 500 étudiants inscrits en M1 et un peu plus de 1000 inscrits en M2. Donc, au total, ça fait un peu plus de 1500 étudiants inscrits dans nos formations si on fait la somme M1 plus M2. Alors, je reviendrai un peu sur cette carte des masters à la fin. On va pouvoir éventuellement
le rôle que peut avoir l'AGS. Donc là, nous, on a hérité de ça. Hein. C'était le découpage issu des discussions des années précédentes, de la school et puis même de ce qui existait auparavant. Alors, un petit mot sur un travail qui a été fait par l'université et qu'on a trouvé vraiment très intéressant et qu'on va essayer d'exploiter au maximum. C'est donc une enquête insertion professionnelle qui a été faite sur plusieurs années par l'université et également l'évaluation des formations. Donc, cette enquête, elle vient d'où? Donc, l'université qui organise une fois par an une enquête. Alors, avec des messages qui sont envoyés directement par la scolarité de l'université aux différents diplômés, mais avec un relais qui est demandé aux responsables de mention et aux secrétaires pédagogiques pour justement inciter les étudiants à répondre. Donc, vous verrez que les résultats sont disponibles sur le site de l'université. Je vous ferai une petite démonstration. Et voilà, c'est disponible pour l'ensemble des étudiants de l'ensemble des GS. Et on peut aller jusqu'au détail des mentions et même des parcours au sein de l'université. Alors, à quoi ça ressemble cette enquête-là? Donc, ici, j'ai fait quelques captures d'écran de ce qui nous concerne en premier lieu. Donc là, vous avez, par exemple, les métiers à 6 mois, donc pour la GSSIS, pour la promo 2020. Alors, des choses intéressantes à noter et qu'on retrouve, vous avez à chaque fois la taille de l'échantillon, donc ce qui vous permet de voir si le nombre de répondants est représentatif ou pas par rapport à ce qu'on souhaite représenter. Quand le nombre est trop faible, il est indiqué que ce nombre n'est pas présenté, enfin les résultats ne sont pas présentés justement par manque de répondants. Donc, vous avez ici donc les métiers à 6 mois pour l'AGS. Donc, vous voyez en détail qu'on a ici donc des doctorants majoritairement, 25%, des ingénieurs d'études ensuite, après des ingénieurs en recherche et développement et des ingénieurs. Voilà. Et puis, un peu moins d'autres débouchés. Avec en salaire brut moyen, donc 33 kg, 99% de cadres de profession intellectuelle, et puis un taux d'emploi stable à 64%. Alors sur cette page-là, en fait, quand vous cliquez ici sur la partie de gauche, donc soit sur doctorant, soit sur ingénieur, vous avez le montant annuel qui varie, parce qu'il faut savoir que ces 33 kg incluent dans cette représentation-là, hein, quand on prend l'ensemble de l'AGS, les rémunérations des doctorants. Donc, ça fait diminuer un peu ce salaire moyen par rapport à ce qu'on obtient si on prend, par exemple, les ingénieurs d'études. Donc, vous voyez un taux d'insertion. Alors, encore une fois, c'est lié uniquement aux répondants, mais un taux d'insertion qui est quand même très, très bon et avec un emploi stable qui est… alors, je pense que dans les 64% ici, hein, il y a le doctorat n'est pas considéré comme un emploi stable. Alors, si on regarde un peu plus en détail les employeurs à 6 mois, donc non seulement on peut avoir une idée du métier effectué par nos anciens étudiants, mais également le lieu où ils exercent ce travail-là. Donc, vous avez ici la localisation dans cette partie ici à droite de l'emploi. Donc, vous voyez qu'on a majoritairement, on se retrouve dans le bassin parisien. Et dans le bassin parisien, en fait, on se retrouve vraiment dans un bassin d'emploi qui est relativement proche, assez proche de celui de l'université. Donc, vous avez après en détail, secteur par secteur, les employeurs. Donc, si on détaille maintenant un peu plus pour la promo 2020, donc sur les caractéristiques de cette promo, donc on avait 741 diplômés, 548 répondants. Donc, vous voyez un taux de réponse qui est de 74%, ce qui est vraiment très bien pour ce genre d'enquête. En général, on a plutôt un taux de réponse bien plus faible. Donc là, le taux de réponse à cette enquête est quand même suffisamment élevé pour qu'elle ait un sens et qu'on puisse
vraiment analyser ça après plus en détail et éventuellement en tirer des conclusions. Donc, sur les répondants, vous avez une vue ici de la provenance de ces étudiants, donc avec les pourcentages ici. Donc, 34% qui ont effectué tout ou partie de leur cursus à l'étranger avant leur master. Et puis, pour les étudiants qui viennent de M2, enfin, qui sont inscrits en M2, l'origine des M1, vous voyez qu'on a un peu moins de 60% de nos M1 qui viennent de l'université. Et puis, là, vous avez les chiffres, soit des établissements à l'étranger, soit d'autres universités en Île-de-France ou en province. Donc, on a en gros un peu plus de 90% de nos étudiants qui viennent soit de l'Université Paris-Saclay, soit de l'étranger, et puis assez peu de recrutement sur d'autres types d'établissements français pour l'entrée en ligne. En ce qui concerne l'évaluation de la formation, vous avez ici donc une vue un peu de ces réponses-là. Donc, à peu près 90% des répondants estiment que leur master leur a donné les bases nécessaires pour mener à bien leur projet professionnel. Donc, encore une fois, c'est plutôt un très, très bon score, avec ici en détail, par certaines compétences, là où ça a été le plus utile pour la suite et pour leur devenir professionnel. 96% des répondants ont effectué au moins un stage. Donc là, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est dans nos maquettes de formation, mais voilà, c'est quand même important de le noter, avec un stage obligatoire pour 99% d'entre eux. Donc, il y en a quand même 25% qui ont trouvé un emploi à l'issue de ce stage-là. 40% dans ceux qui n'avaient pas trouvé un emploi, qui ont quand même pu s'appuyer sur ce stage pour trouver un emploi. Alors, sachant que dans ces stages-là, il y a à la fois les formations professionnalisantes vers le côté doctorat, mais également plus professionnalisantes vers l'industrie. Pour les poursuites d'études après le master, alors là, on a beaucoup moins de réponses, hein, on n'a que 67 réponses, parce qu'il y a quand même assez peu de poursuites d'études. Donc, il y en a quand même 63% qui sont dans des masters spécialisés. Alors, sachant que dans cet aspect-là, il faut aussi prendre en compte une spécialité de certains masters de nos mentions, qui sont par exemple les masters de formation de l'enseignement supérieur, qui sont les étudiants qui sont inscrits là, en fait, à l'issue de ce master-là, continuent en général en master de recherche par la suite. Donc, ils sont en poursuite d'études, mais parce qu'en fait, leur cursus de formation n'est pas totalement achevé. Donc, vous avez le détail des établissements dans lesquels cette poursuite d'études a été faite. Et puis, les raisons principales, c'est l'acquisition d'une double compétence pour la majorité d'entre eux. Et puis, sinon, un perfectionnement dans les domaines ou une alternative éventuellement pour trouver un emploi dans un domaine différent de celui qui correspondait au premier master. Pour l'emploi occupé, donc, vous voyez que 6 mois après le master, c'est 305 répondants, donc c'est à peu près un peu plus de 56% un peu plus de la moitié des étudiants qui ont répondu à ça. Donc avec un taux d'insertion à 6 mois qui est de 65%. Avec, comme on disait, 47% des répondants qui ont trouvé cet emploi donc, à l'issue du master ou dans le mois suivant. Donc là, vous avez la répartition de ce taux d'insertion avec le temps mis pour trouver un emploi. Donc, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont vraiment plutôt très bons. Alors, on retrouve les chiffres du début avec donc, le niveau de sortie à l'issue des masters. Et puis, si la part CDI, contrat doctoral et CDD. Donc, c'est le détail à nouveau hein, des principaux moyens, enfin de ce qu'on a vu précédemment. Donc là, vous avez les principaux moyens qui ont permis de trouver cet emploi. Donc, le stage réalisé durant les études, hein, vous voyez que ça représente comme une part non négligeable de ce qui permet de trouver un emploi par la suite. Voilà, avec le nombre de candidatures déposées.
Donc, c'est assez étonnant parce qu'en fait, on a deux pics aux extrêmes. On a 30% qui ont déposé aucune candidature et qui ont trouvé un emploi. Et puis également à peu près 30% qui ont déposé plus de 25 candidatures pour trouver un emploi. C'est vraiment les deux extrêmes. Et puis au milieu, après, on a des choses qui sont un peu plus classiques. Un détail sur cet emploi-là, donc l'emploi après le 6 mois de master, qui est le premier emploi pour 96% des répondants. Alors pour la satisfaction liée à ça, donc on a 80% des répondants qui sont assez satisfaits de leur emploi, hein, puisque voilà, on a 80% des gens qui répondent tout à fait ou plutôt oui. Donc en termes de la correspondance entre l'emploi et le niveau d'études, et puis entre l'emploi et le domaine de formation, on est pareil à un peu moins de 60%. Donc malgré tout, il y en a qui sont encore en recherche, qui sont dans un emploi, hein, mais qui potentiellement on recherche un autre, hein, sont en tout cas ouverts à toute proposition. Et donc, pour plus de 50% d'entre eux, c'est pour trouver un poste plus intéressant. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des détails assez intéressants sur tout ça. Donc, tous ces chiffres sont disponibles sur le site de l'université. Alors, je vais vous partager la page de l'université. Bruno, si tu pouvais juste baisser ta main, parce que depuis tout à l'heure, en fait, elle s'affiche comme étant la main levée. Donc, si vous allez sur le site de l'université, alors où est-ce que vous retrouvez ces informations-là? Donc, c'est tout simplement dans Formation. Dans Formation, vous avez la partie évaluation des enseignements, mais vous avez également la réussite et devenir des diplômés. Donc, quand vous cliquez sur ce lien-là, vous avez, c'est une enquête au niveau de l'université, hein, donc vous avez ça pour tous les niveaux. Et entre autres, vous pouvez retrouver ces informations pour les masters de l'Université Paris-Saclay. Alors, avec des résultats, donc moi, j'ai principalement pris 6 mois, mais vous avez 6 mois, 30 mois après l'obtention du diplôme, et vous avez le répertoire des emplois des employeurs après cette obtention-là. Donc, si je reprends le 6 mois ici, donc, vous avez après les différentes promotions donc, que vous retrouvez dans le panneau de gauche. Hein. Donc là, j'ai pris la promotion 2020. Et vous pouvez donc avoir les résultats par graduate school, que vous retrouvez ici, par mention, par parcours. Et donc, comme ça, c'est un outil alors à la fois pour les responsables de mention et de parcours, de voir un peu comment se situent leurs étudiants par la suite. Mais pour l'AGS, on va vraiment essayer donc on a ces chiffres, ces données-là depuis pas très longtemps. Et donc, on va les récupérer pour essayer d'en faire une analyse la plus exhaustive possible pour voir vraiment ce que font nos étudiants derrière, comment ils s'en sortent, éventuellement des aménagements ou des modifications de l'offre de formation ou pas en fonction de ça, et de voir ce qu'on peut tirer de cette enquête qui est quand même vraiment assez intéressante et détaillée. Donc, vous avez également un focus sur le doctorat. Enfin, voilà, vous retrouvez, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez jouer avec ça, c'est disponible pour tout le monde et ça permet aussi éventuellement de se comparer entre graduate school si vous le souhaitez. Donc, je vais reprendre ma présentation. Donc, alors, quelques informations donc, sur ce qu'on a un peu fait. Alors, pour la remise des diplômes, donc l'année dernière, sur la promotion d'il y a 2 ans, donc on n'a pas pu organiser de cérémonie de remise de diplôme en raison du contexte sanitaire. Hein. Donc cette année, on va pouvoir organiser tout ça. Donc la cérémonie a été fixée au 10 juin 2020 après-midi. Alors, la date est relativement tardive, je le concède, hein, on a déjà fait remonter cette remarque-là. Alors, pour plusieurs raisons. Alors déjà, tout simplement parce que les diplômes ne sont pas disponibles avant la mi-mars. Donc, on ne peut pas commencer les cérémonies de remise de diplôme avant la mi-mars.
Et puis après, on est une des plus grosses mentions en termes d'étudiants. Et il n'est pas facile de trouver un endroit où on peut accueillir plus de 800 étudiants pour la cérémonie de remise de diplôme. Et donc, il a fallu faire avec la disponibilité de l'amphi Michelin de Centrale Supélec. Et donc, voilà, la seule possibilité pour cette année était le 10 juin. Alors, avec des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on sera mi-juin, donc on espère que le temps sera avec nous et donc on puisse organiser des choses à l'extérieur, type barbecue, pour que les étudiants puissent se retrouver. Finalement, c'est un peu tard, mais je dirais les étudiants qui sont loin, de toute façon, sont déjà loin en mars ou en avril. Donc, ça ne change pas beaucoup, je pense, sur la présence des étudiants, des étudiantes à cette cérémonie-là. Donc, on verra. Puis en fonction de ça, peut-être que pour l'année prochaine, on essaiera d'anticiper un peu plus la date et de retenir l'amphi un peu plus tôt si vraiment on voyait que ça posait des problèmes. Et puis pour les étudiants de 2019-2020, pour lesquels on n'a pas pu faire de cérémonie, donc en fait, on ne peut pas non plus faire une cérémonie pour les 2 promos, parce que ça ferait vraiment, pour le coup, beaucoup trop de monde. On ne veut pas non plus que la cérémonie soit trop longue et trop ennuyante. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est que les étudiants de 2019-2020 soient malgré tout invités ce jour-là à venir retirer leur diplôme, s'ils ne l'ont pas déjà fait, donc physiquement, de pouvoir venir retirer le diplôme. Donc, ils ne seront pas appelés dans l'amphi comme on va le faire pour la promo 2020-2021, mais en tout cas, leur proposer éventuellement de venir et puis de participer après au moment festif avec la promo suivante pour qu'il y ait quand même un événement festif. On va leur proposer de pouvoir prendre des photos de promo s'ils le souhaitent. Enfin, voilà. De ne pas faire complètement rien, mais on ne va pas pouvoir faire complètement une cérémonie en regroupant les 2 années. En ce qui concerne l'évolution de l'offre de formation, donc tous les ans, on a la possibilité de faire évoluer l'offre de formation. Donc cette année, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Alors, l'évolution majeure, hein, c'est vraiment création de nouveaux parcours, éventuellement de mention serait c'est un peu compliqué, mais au moins vraiment de grosses évolutions au sein de la formation. Donc cette année, il n'y en a pas eu. Donc il n'y a eu que quelques évolutions mineures dans les différents masters. Donc l'évolution mineure, c'est on change l'intitulé d'un module ou des choses comme ça. Ceci dit, on va à court terme, en tout cas à moyen terme, se poser la question d'essayer de voir si on ne peut pas, alors je ne vais pas dire rationaliser parce que ce n'est pas vraiment rationaliser, mais revoir en tout cas potentiellement notre offre de formation par rapport à ce que j'ai pu vous présenter au début. Vous voyez qu'on a 10 mentions, c'est certainement pas optimal. Alors c'est issu de tout un héritage de ce qui a pu être fait auparavant. Mais en tout cas, la lisibilité auprès des étudiants sur ce qui peut être un métier à l'issue de ces formations-là n'est pas forcément évident quand on lit juste l'offre de formation. Donc voilà, on va entamer un travail là-dessus pour essayer déjà d'améliorer la compréhension et la lisibilité de nos formations pour les étudiants, et puis éventuellement après aller à l'étape de modifier cette offre de formation. Sachant que si vous regardez dans les autres GS, on est la GS qui a le plus de mentions. Il y a des GS où il n'y a qu'une seule mention de master pour une seule école doctorale, pour une seule GS, ce qui facilite énormément les choses quand on organise tout un tas de choses. Donc, comme vous l'a dit Franck, on a pas mal de discussions en cours autour de l'AMI, donc compétences et métiers d'avenir, qui essaye autour de certains métiers, essayer de faire émerger des formations autour de ça. Donc, les discussions qu'il y a à l'heure actuelle, il y en a auxquelles on a pu participer. Donc, il y en a autour de l'IA, des énergies décarbonées, et puis de l'économie circulaire. Donc là, c'est en lien, entre autres, avec le CMQ qui existait déjà, porté par Renault. Donc, comment est-ce qu'on peut retraiter, donc là, c'est sur l'industrie automobile, mais aller un peu plus loin autour de cette économie circulaire. Donc, il y a pas mal de discussions en ce moment, puisque le dépôt est pour le 24 février pour la première réponse à cet appel. Donc, pas mal de choses au cours là-dessus, sur de nouvelles offres de formation, ou comment on va piocher dans les offres de formation actuelles un certain nombre de modules pour monter des formations autour de ces compétences-là.
On a également pas mal de liens avec la Graduate School, donc MRES, qui est métier de la recherche et l'enseignement supérieur, puisque c'est une DGS qui est transverse au niveau de l'université. Donc, comme vous l'a dit Franck, autour du SFRIFR, donc avec tout un tas de possibilités de financement, d'actions à travers cette réponse. Et puis également, l'AGS MRES va essayer de proposer des actions de formation à la recherche par la recherche pour essayer de fédérer un peu toutes les GS autour de, en tout cas, les sensibiliser à tout ça, et puis de voir comment est-ce qu'on peut collectivement faire un certain nombre de choses, avec un constat qui a été fait par David Néron, qui est le directeur de CGS et qui est effectivement assez partagé, c'est que dans notre culture, on remet assez peu de prix à nos étudiants, alors que quand on étudie des dossiers d'étudiants étrangers, il y a tout un tas de prix qui sont desservés aux étudiants et qui permettent de mettre en avant dans leur CV, et puis qui parfois font la différence quand ils postulent quelque part, de voir qu'ils ont été récompensés pour telle ou telle chose. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut mettre également ce genre de choses en place. Alors, au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, des stages de master dans un premier temps, puis de voir un peu comment on peut aller vers d'autres choses, comment on peut reconnaître un certain nombre d'actions de formation. Donc, Franck vous a parlé des open badges. Voilà, c'est des choses aussi qu'on regarde, comment est-ce qu'on peut certifier, valider le fait que des compétences ou des formations ont été suivies par les étudiants, alors qu'ils ne sont pas forcément reconnus au sein des masters, qui ne sont pas un diplôme universitaire, mais voilà, comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant pour créer aussi une communauté autour de l'AGS, et puis reconnaître un certain nombre de compétences qui ont été pu être fournies par nous. Et puis, bien sûr, tous les liens avec l'université, donc, à travers les différentes institutions, donc, par exemple le Collège Master, mais également, on nous demande de gérer la partie Boursidex pour nos mentions de master. Donc, gérer la partie Boursidex, ça veut dire attribuer 2 évaluateurs à chaque candidat pour faire l'évaluation des dossiers. Donc, pour votre information, l'année dernière, on a 106 candidatures. Ça veut dire qu'on a sollicité, il a fallu qu'on gère plus de 200 évaluations autour de ces bourses-là. Donc, ça demande un gros travail à nos collègues pour gérer ces bourses-là. Et donc, on a une première réunion d'interclassement au niveau de l'AGS pour discuter entre nous de comment est-ce qu'on classe nos dossiers au sein des différentes mentions. Donc, on a un peu le même problème qui se répercute après à l'étage du dessus. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a 10 mentions. Donc, comment est-ce qu'on fait discuter tout le monde pour que les critères de chacun puissent être entendus. Et encore une fois, c'est beaucoup plus simple quand dans une GS qui n'a qu'une seule mention. Et puis, une fois que ce classement au niveau de l'AGS a été fait, donc c'est remonté au niveau de l'université, et puis un interclassement avec toutes les GS, qui fait que l'année dernière, sur nos 106 candidatures, on a eu une petite vingtaine de candidats acceptés. Vous voyez, c'est un gros travail pour 20 bourses au final. Et puis également, on nous demande notre avis sur un certain nombre de choses, et entre autres, quelque chose qui a démarré là il n'y a pas très longtemps, donc l'appel à projet innovation pédagogique, donc pour lequel on nous demande de regarder ce qui est proposé en lien avec l'AGS, et puis d'émettre un avis là-dessus. Et après, encore une fois, il y a un interclassement au niveau de l'université. Donc voilà, tout un tas de choses en lien avec l'université. Donc j'en ai fini pour ma part. Donc, je suis également ouvert aux questions éventuelles. Je ne vois pas de questions particulières pour le moment. Donc, je ne sais pas si Franck, tu veux. Il y avait des commentaires dans le chat, effectivement, sur les salaires moyens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans tous les cas, si on veut, vous voyez que si on veut retenir à la fois sur la recherche, la formation, l'objectif, c'est bien que de vous faire prendre conscience que la Graduate School a des moyens qui peuvent permettre de soutenir des initiatives naissantes, finalement. C'est-à-dire aussi bien sur la recherche, des équipes qui ont envie de se mettre en place, des thématiques qui émergent, des petits consortiums de quelques chercheurs qui veulent se réunir.
on peut apporter un soutien d'amorçage à des rencontres, à des réunions, à une visibilité de certaines activités qui ne trouvent pas, avant des gros appels à projets, avant des gros soutiens pour essayer de porter des activités entre laboratoires. De la même manière, sur les formations, que ce soit master, formation doctorale, c'est toujours essayer de soutenir des petites initiatives. Si des responsables de formation veulent inclure des modules supplémentaires parce qu'ils trouvent que c'est pertinent d'ouvrir à leurs étudiants. Je prends l'exemple de l'IA, par exemple. Il y a beaucoup de responsables de formation qui nous disent moi, quel que soit mon domaine, je pense que ça devient nécessaire de mettre des formations ou de proposer des modules de formation IA à mes étudiants. Voilà, on peut essayer de soutenir des activités de développement de modules qu'on peut mutualiser entre les formations. Donc, le message vraiment numéro 1, c'est n'hésitez pas à nous contacter à titre individuel s'il y a des initiatives que vous souhaitez porter, que vous souhaitez essayer de mettre en place à l'échelle de quelques personnes. On a vraiment les moyens et on a l'agilité pour vous soutenir et essayer de faire grandir ces initiatives-là. Il y a vraiment du potentiel sur toutes les formations, sur tous les laboratoires, et c'est vraiment le type d'action qu'on veut conduire au niveau de la Graduate School. Donc, pour rester informé, c'est notre newsletter hebdomadaire où on aborde un petit peu tous les sujets. On essaye de mettre à jour au maximum le site et de faire des pages un peu de compte-rendu des événements. Vous trouvez sur le site les pages de compte-rendu de la journée des doctorants, de l'accueil des masters. Donc, on essaye de vous rendre compte de ces choses-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir nous solliciter. On peut soutenir très facilement des petites initiatives et on sait que c'est ça qui ensuite donne naissance à des plus grosses collaborations, à des plus grosses réponses et des structurations de communautés pour garder cette agilité. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitez aborder, je vous propose de nous arrêter là. Vous retrouverez les éléments. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Là, il y a l'adresse sur le site, sur la page de l'université, sur le site de la Graduate School. On transmettra les planches par ce biais-là. Et puis, on mettra le lien aussi pour revoir les présentations de ce matin. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, vous pourrez partager ensuite auprès d'un public plus large. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je propose qu'on s'arrête là et puis qu'ensuite, on essaye de partager. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir. On écoutera les propositions et on soutiendra tout ce que vous pouvez avoir comme idée. C'est vraiment le but de cette Graduate School. Bonne fin de journée à tous et puis bon après-midi. À bientôt.